Bonsoir Éric Tingé. Bonsoir Xavier. Merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation positivement. C'est un grand honneur pour HTV. Ah, c'est surtout pas toi qui dois dire ça. Je faisais le calcul, ça fait 44 ans qu'on se connaît. Ah bon? 44, mon cher. Même les enfants ici n'étaient pas encore nés. N'étaient pas nés beaucoup. Beaucoup n'étaient pas nés. Donc c'est un très grand plaisir de te retrouver d'abord et de voir tous ces jeunes-là. On se voit à la télé, je t'écoute, j'ai l'impression que le temps ne passe pas pourtant. N'est-ce pas? Mais tu as fait blanchir le montant. Oui, voilà, donc tu as remarqué, le temps passe. Le temps passe. Et tu es une fois de plus au Cameroun, oui. Ton pays que tu aimes beaucoup. Et puis malgré ton programme très occupé, très très chargé, tu as accepté de répondre positivement à cette invitation. Oh non, il ne faut pas qu'on en fait un drame. Je suis venu ici, la journée pour moi, c'est pour vous aujourd'hui. C'est pour cette télévision, cette initiative qui me touche au cœur, de voir autant de jeunes que nous sommes en train de vouloir aider, n'est-ce pas, à remonter, enfin, à assurer je vais transmettre ce message-là à la directrice générale Julie Ngomo qui certainement nous suit, mais je vais encore le lui dire de vive voix. Absolument, et dès que j'ai l'occasion, je vais le lui dire moi-même. D'accord. Alors nous allons, au cours de cette émission, quelques séquences, à peu près 7, dans la première séquence, on va essayer de faire connaissance avec Éric Tingé, que beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains connaissent, mais on va essayer de revoir Éric Tingé grâce à la plume de Imelda Wafoka. Ah, ok. Né le 8 septembre 1954, Éric Tingé est originaire de Bamenda, dans la région anglophone de l'ouest du Cameroun. Tingé a obtenu une licence de lettres modernes à Yaoundé, puis un master en télécommunications à l'université de Syracuse, aux États-Unis. Il a été directeur de la communication de la Banque africaine de développement à Tunis. Par ailleurs, il rejoint la Banque mondiale où il pilote un programme de soutien aux médias africains. Débordant peu à peu du cadre de sa mission initiale, il s'attache à développer la communication au sein de cet établissement traditionnellement peu loquence. Il a aussi travaillé à une forte réforme des langues utilisées dans les documents officiels de l'institution financière. Cette réforme, qui devrait être adoptée en juin 2004, permettra qu'en Tanzanie, par exemple, les publications de la banque soient disponibles en swahili et non plus seulement en anglais et en arabe. Telle était l'ultime mission de Éric Tingé à Washington, avant de revenir sur le continent qu'il a vu naître. De retour au pays, il participe à la grande aventure de la Cameroun Radio and Television, CRTV, la première chaîne de télévision du pays, lancée en 1985. C'est lui qui présenta le premier journal télévisé en anglais. Il est actuellement directeur général à Greystone Global Agency, basé à Washington. Éric, on ne va pas jouer au malin pour se vous voyez. Je vais t'appeler Éric et toi, si tu veux, tu m'appelles Xavier en se tutoyant. Absolument. Parce que les téléspectateurs vont trouver ça bizarre si on se met à faire la comédie à la télé. Hein? Bon, alors, est-ce que tu as un élément à rajouter ou à extraire de ce portrait de Imelda Wafoka? Non, je crois que c'est trop déjà. Hein? Moi, je n'ai rien à ajouter. Bon, écoute. Lorsqu'elle dit que tu as été le premier journaliste à présenter le journal en anglais à la CRTV. À CTV à l'époque. À l'époque, oui. Alors ça te dit quoi? Bon, évidemment. D'abord, je vous remercie pour ces photos souvenirs. Hein. Je vous ai montré le ministre Kenyan le ministre Kenyan, oui, on l'a. De télécommunications. J'ai vu aussi le directeur général d'un grand journal Arise au Nigeria, News This Day. Policy. This Day. Okay. Et puis, qui d'autre j'ai vu? J'ai vu le DG de... Enfin, j'oublie maintenant, mais enfin, c'était des bons souvenirs. Hein, mais quand on est passé par toutes ces étapes-là, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, quand on a encadré des journalistes à travers le continent, on ne peut qu'avoir ce genre d'images souvenirs. Et tout le plaisir et tout l'honneur est pour nous. Alors, bon, nous allons passer au menu de résistance. C'est une émission qui débute avec un jeu. Le jeu, c'est quoi? Vous avez là-bas quatre cartes.
Il suffit de prendre la première carte de votre choix, peut-être en priant le ciel pour ne pas tomber sur la mauvaise. Et puis vous prenez, vous nous dites ce qu'il y a derrière cette carte-là. Vous êtes libre de choisir n'importe laquelle. Ok, je peux le faire alors? Allez. C'est ainsi. Quel est le numéro de la carte? C'est le... Au verso. Ah bah tiens, c'est le numéro 2. Le numéro 2. Alors, qu'est-ce que dit le numéro 2? Journaliste. À qui je montre ça? Journaliste. Au caméraman, peut-être, journaliste. Ouais. Voilà. Alors, donc, cette première carte nous révèle que nous avons affaire à un journaliste à qui nous allons demander à la fois, n'est-ce pas, de porter son regard de journaliste sur son travail, et puis, échanger avec ce journaliste sur ses souvenirs au Cameroun, en Afrique, et qu'est-ce qu'il compte faire. Donc, Eric, la carrière de journaliste commence à la radio. À la radio, quand j'étais étudiant à l'université, donc en première année, deuxième année. Première année. Lettres modernes, bilingues. Lettres modernes, en 1974 que je suis arrivé à l'université, et quelques mois plus tard, j'ai commencé à la radio. Il y avait une seule université. Il y avait une seule, donc Angoakele, Yaoundé, qui est devenu Yaoundé 1 aujourd'hui. Donc c'est là où ça a commencé. Et en fait, j'ai commencé à la radio parce que j'avais fait le concours de l'ECJ cette année-là. Oui. Mais il y a eu, la veille du concours, on a annoncé, on a changé, on a inversé des choses, et au lieu de commencer lundi, on a plutôt commencé, au lieu de commencer mardi, on a plutôt commencé lundi. Et ce lundi-là, je voyageais de Buea à Yaoundé. Donc sans être au courant de ce changement. Donc j'arrive à Yaoundé et mardi, je me présente. Je n'étais pas le seul. Beaucoup ont raté le premier jour. Et beaucoup ont décidé de ne plus continuer, de ne pas continuer. Moi, j'ai quand même continué parce que, évidemment, la matière avait changé aussi. J'ai quand même continué jusqu'aux oraux. Et arrivé devant le jury, moi je leur ai dit qu'écoutez, moi j'ai fait le concours, mais le premier jour je l'ai raté. Et la question qu'ils m'ont posée, c'était de savoir pourquoi je voulais continuer. J'ai expliqué, et ils étaient heureusement impressionnés, non seulement avec les réponses que j'ai données aux questions qu'ils m'ont posées, mais surtout de ma décision de continuer malgré tout. C'était un... Et c'est ça qui a changé ma vie en fait. Parce qu'ils ont écrit donc au ministre camerounais, parce que SIJ c'était une école internationale. Oui, l'école supérieure internationale de journalisme. Absolument, exactement. Avec 8 États. Effectivement. Et donc chaque pays avait un quota. Je crois que le Cameroun devait... Le Cameroun était le seul pays à avoir à peu près 12. Oui, peut-être 12 à l'époque. Donc, ils ont écrit au ministre pour recommander au ministre camerounais de me donner une des places qui revenait à ce pays. Mais le ministre a décidé plutôt de m'engager à la radio. Et c'est donc comme ça que je me suis retrouvé à la radio. En train de lire le journal de 15 heures en anglais. Oh, enfin, tu te souviens bien. Non, je me souviens très bien. Alors, quels sont les moments les plus forts lorsque tu parles de la radio, la télévision est créée. Pendant ce temps, bon, à partir des années 80, les études de la télévision étaient déjà très avancées. Et puis, la mutation de la radio à la télévision, comment ça s'est passé? Je veux parler d'un moment très fort pour moi quand j'étais à la radio. C'est arrivé en 77, juste au moment où je m'apprêtais à terminer mes études, ma licence à Yaoundé. J'ai reçu... le président Ahidjo voyageait en Chine, en visite officielle en Chine. Et généralement, il partait avec au moins 2 journalistes de la radio et un journaliste ou 2 de la Cameroun Tribune. Cameroun Tribune, ainsi de suite. La presse du Cameroun. Et c'était généralement les grands journalistes qui partaient avec lui. Mais pour une raison que je n'ai pas compris jusqu'à ce jour-ci, il a envoyé on désignait par arrêté présidentiel, je crois. C'était même pas... Oui, arrêté présidentiel. Et il a envoyé donc
s'est arrêté, me nommant comme le journaliste qui devait l'accompagner. Premier contact avec le chef de l'État par un voyage. Mais c'est que personne à la radio n'y croyait. On croyait qu'il y avait erreur quelque part, pas un jeune journaliste qui venait à peine de commencer. Ouais. Donc, j'ai fait ce voyage avec le président Ahidjo. Et lors du retour, quand on rentrait, parce qu'on est parti avant lui, 2 semaines, je crois, avant lui. 2 semaines avant, oui. Toujours mais on est rentrés ensemble dans le même avion. Et pendant ce voyage de retour, il marchait, il traversait, il a marché à travers la cabine. Il est venu saluer. Il s'est arrêté devant moi pour me dire, pour dire que M. Deng Xiaoping m'a désigné comme le Chinois noir. C'est pourquoi? Non. Parce qu'arrivé en Chine, évidemment, avant le président Ahidjo, je me suis fait cousin un tenue Mao Zedong. La veste de Mao. La veste avec col Mao, oui. Et Ahidjo dit donc... Non, et j'étais le seul à porter ça le jour où Ahidjo est arrivé pour le dîner officiel. Et Mao Zedong était tellement impressionné qu'il a dit à Ahidjo, voilà le Chinois noir. Ah, mais alors je raconte ça comme ça. C'est une histoire, c'est une anecdote très révélatrice parce qu'on t'a rarement vu en cravate. Oui. Ça part de ce moment-là? Oui et non. Enfin, en tant que journaliste ici, je portais toujours la cravate. À la Banque mondiale, je portais toujours la cravate et le costume. Mais depuis ma sortie de la Banque mondiale, j'ai pris la décision de ne plus porter la... Enfin, je peux de temps en temps, mais rarement. Il y a une raison? Non. J'ai commencé à privilégier, n'est-ce pas, mes tenues africaines. Très bien. Bon, alors, la télévision du Cameroun... Ça, c'est du Maroc. Oui, ça, c'est du Maroc. La télévision camerounaise que vous rejoignez en tant que jeune journaliste à la radio commence à émettre en mars 1985. Oui. Et vous êtes à Bamenda lorsque le président Paul Biya, qui a remplacé Ahidjo, il y avait de cela 3 ans, simplement 3 ans, on vous confie cette lourde charge de diriger la rédaction en tant que rédacteur en chef. Oui, bon, d'abord parce que j'avais fait mes études en télévision, film, radio à l'université de Syracuse aux États-Unis. Donc quand je suis rentré au Cameroun, j'ai passé une année où je ne travaillais pas parce que apparemment on m'avait licencié pour faute lourde. C'était quoi? Parce que, soi-disant, j'avais abandonné mon poste. C'était fabriqué de toutes pièces parce qu'en partant, j'avais une lettre du ministre de la fonction publique qui m'autorisait de partir pour faire mes études. Donc je reviens croyant que j'avais mon travail, tout. Évidemment, j'ai appris de ce licenciement à mon retour au pays. Pendant 1 an, personne ne voulait toucher traiter mon dossier. Donc heureusement, j'avais un oncle qui était un businessman, M. Nanga et compagnie. Très connu. Donc il m'a donné du travail dans sa société. Dans son groupe. Mais je ne voulais pas ce travail-là. J'avais fait des études pour le journalisme, donc c'est ce qui m'intéressait. Donc pendant cette année-là, je rédigeais des papiers. Je publiais des papiers sur la télévision dans un pays qui n'en a pas. Dans un pays... Donc le passage à des médias électroniques dans un pays sous-développé, plus ou moins. Donc c'était un pays imaginaire ou bien un pays réel? Imaginaire, mais je pensais au Cameroun, évidemment. Je pensais au Cameroun, la réalité camerounaise et comment la télévision pouvait nous aider à transformer, n'est-ce pas, cette réalité. Et quelqu'un qui lisait régulièrement mes papiers est devenu ministre de la communication. Non, ministre de l'information à l'époque. Et c'était M. Senghako. Donc, quand on a nommé Senghako, il a demandé à me voir. Et personne ne me connaissait. Il a reçu le secrétaire général et après le secrétaire général, c'est moi que le ministre a reçu. Et puis, tu auras donc de retour. Et il m'a envoyé donc à la télévision. Enfin, on appelait ça
L'Office de radio-télévision. Oui, l'Office pour préparer la télévision au Cameroun. C'était l'Office de radio-télé. Non, pas encore, ça n'existait pas encore. Okay. La CTV n'existait même pas encore. C'était l'unité de télévision. Ça s'appelait l'unité de télévision pour préparer donc la télévision camerounaise. Et il m'a donc envoyé là-bas avec M. Ngamba comme le directeur technique, le directeur de l'unité de télévision. Et Mendoza était là comme représentant de la présidence. Donc je suis allé, ils m'ont demandé de travailler et c'est comme ça donc que je suis devenu responsable de la rédaction. Alors, on a constaté que... Wow, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ces choses-là, donc... Parfois, il y a quelques trous, mais, tout y est l'essentiel lié. Alors, donc, ce fameux journal télévisé à Bamenda, les Camerounais n'avaient jamais vu la télévision de chez eux, et on voit un jeune qui passe à l'antenne et qui fait un journal au moment d'un grand événement, la création du RDPC. Alors, est-ce qu'il y a quelques souvenirs là, Enfin, j'en ai beaucoup évidemment, parce que non seulement ça a marqué ma vie, mais aussi la vie de la nation. Je me souviens très bien, ce matin-là, quand je partais où se trouvait la télévision, mon père, il s'est réveillé, il est venu me demander si je me sentais à l'aise et bien avec moi. Je dis oui. Il dit, mon fils, Dieu va t'aider. Parce que tu es c'est un travail important, ce que tu vas faire aujourd'hui. Donc, restez calme et donne le meilleur de toi-même. Puisque mon père avait quelques sentiments. Il avait dit, bon, peut-être il peut avoir peur. Oui, il a dû... oui, certainement, il pensait ça, mais moi, j'étais vraiment calme. Je ne voyais même pas l'importance. Comme mon père, il semblait comprendre, n'est-ce pas, les enjeux et l'importance de ce qui allait se passer. Moi, bon, c'était un travail. Il faut dire qu'on a toujours le stress lorsqu'on va au micro, à la caméra, parfois et surtout pour la première fois à un moment aussi important, c'était un très grand rendez-vous politique. Tout le gouvernement camerounais, toute la société traditionnelle, tout le monde était à Bamenda. C'était quand même... Bizarrement, je crois que Dieu m'a toujours protégé lors des rendez-vous de ce genre. Et honnêtement, je n'avais pas ce sentiment de faire quelque chose d'extraordinaire. De faire quelque chose qui allait rentrer dans l'histoire. Donc je suis resté très calme. Et puis quelque chose s'est passé même ce jour-là, ce premier jour. Mendoza et Ngamba ont décidé d'enregistrer les journaux. Parce qu'on ne voulait pas de problème avec la diffusion. Donc il fallait enregistrer les journaux avant. Alors, on a commencé à enregistrer le journal en français, mais ils ont fait plusieurs reprises et ça a pris du temps et on s'est retrouvé à la fin de la journée sans avoir enregistré le journal en anglais. Tous les journalistes anglophones ont quitté la salle au moment de la présentation de ce journal. À quelques minutes, ils ne peuvent pas assister à ça. Pourquoi on n'a pas enregistré notre journal? Je suis sorti pour leur demander de rentrer et que chacun reste à son poste. Et on va réussir ce truc. Donc, ce premier journal en direct était fait en anglais et ça a tellement bien marché que le lendemain, on ne parlait que de notre journal, le journal en anglais. Ça aussi, c'est un petit détail, mais parce que ça a changé là. C'est là où tout le monde a compris que non, le journal doit se faire en direct. C'est une information capitale. Que je donne aussi pour la première fois aussi. Elle est très importante. Alors, à un moment donné, vous avez continué avec Chandongo, avec un trio. Il y avait Denise Epoté, toute cette pléiade de jeunes talentueux journalistes. Vous avez porté cette télévision entre les mains. Vous avez gardé des contacts avec tout ce beau monde-là de l'époque? Oui, bon, j'étais avec Charles hier, l'autre jour, Denise, je la vois de temps en temps, et puis on se retrouve, souvent, on se retrouvait la dernière fois, je crois que c'était en Afrique du Sud ou au Rwanda, et puis ici. Non, je vois, de Moussa, je l'ai vu aussi, non, je les vois de temps en temps. Tant mieux, tant mieux. Alors, vous quittez de manière tout à fait
officielle, la CRTV, pour vous rendre à CNN. CNN, c'est une chaîne privée américaine qui émet à partir d'Atlanta, aux États-Unis. Mais comment ça s'est passé? Vous étiez pourtant au sommet de votre gloire professionnelle à Yaoundé et subitement vous partez. Oui, je ne suis pas parti à Atlanta pour y rester. Il est vrai que CNN voulait me prendre, me recruter. Donc, ils m'ont invité d'abord passer 3 mois à Atlanta avec eux. Mais c'était pour suivre un programme. Hein, donc, et moi, j'étais clair. Dès le départ, moi, je suis le programme jusqu'à pendant la période et je rentre au Cameroun. Et je leur disais que non, le Cameroun il y a tellement de choses qui se passent chez moi en ce moment. Je ne peux pas m'absenter. Je ne peux pas ne pas y être. Bon, ils ont cru qu'à la fin, je vais changer d'avis. Oui, avec l'environnement. N'est-ce pas? Donc, je suis resté parce que je partais. J'avais donné ma parole à M. Mendoza, qui était directeur général. C'est d'ailleurs M. Mendoza qui a payé mon voyage pour Atlanta. Invité par CNN? Oui, invité par CNN, mais n'ont pas envoyé le billet. À temps, je crois. Donc, le DG a décidé de payer. Je suis parti donc à Atlanta. J'ai fait mes 3 mois là-bas. Et je m'apprêtais donc à rentrer au Cameroun, comme prévu. Quelques jours avant mon retour au pays, je reçois une invitation je reçois un appel de l'université de Harvard pour m'annoncer donc une bourse pour étudier là-bas. J'étais un peu perdu parce que je n'avais jamais fait la demande. J'ai dit au monsieur, mais monsieur, je crois que vous vous trompez. C'est pas moi. Il dit non, c'est vous, Eric Tindier, n'est-ce pas? On a appelé le Cameroun, on nous a dit que vous êtes à Atlanta. Et c'est donc comme ça. Alors moi, j'ai dit au monsieur, laissez-moi le temps de réfléchir. Et quand j'ai répété ça, quand j'ai annoncé ça à un vice-président de CNN, que il y a Harvard qui vient de m'appeler pour m'offrir une bourse, machin. Il me dit, il avait l'air très content. Il dit, ah bon, donc vous partez à Harvard alors? C'est pour ça que vous ne voulez pas travailler avec CNN? J'ai dit, non. J'ai dit à Harvard de me laisser le temps de réfléchir parce que je dois rentrer chez moi. Il n'en revenait pas. Alors que les Africains veulent venir chez nous. Il me dit, mais M. Tindier, qui réfléchit quand Harvard appelle? C'est la question qu'il m'a posée. Et rentré chez lui, dans son bureau, il envoie le message dans toute la maison CNN. Que c'était pour peut-être expliquer le fait que j'avais décidé de ne pas travailler pour CNN. Mais il envoie le message à tout le monde que Eric nous quitte parce qu'il va aller à Harvard. Alors tout le monde venait de partout pour me féliciter et j'étais un peu perdu. Je dis mais ce truc est aussi important pour ces gens parce que, enfin, je crois que... C'est une université de très grande ça je le sais, mais ça ne m'impressionnait pas. C'est pas tout le monde qui entre à Harvard, c'est pas tout le monde qui en sort. Il y en a même qui disent que quand vous sortez de Harvard, vous ne cherchez pas le travail, c'est le travail qui vous cherche. Oui, plus ou moins. Enfin, il s'est avéré que c'est ça en fait. Mais j'avais dit à Harvard que, écoute, donnez-moi le temps de réfléchir. Alors, quand j'ai vu la réaction de ces Américains-là, le lendemain, j'ai appelé Harvard. Mais le monsieur qui m'avait appelé n'était plus là, donc ils m'ont dit, ils vont m'appeler lundi. Finalement, je suis rentré au pays, j'ai fait un peu de temps, j'ai voulu donc partir normalement avec autorisation pour aller étudier là-bas. Et tout le monde a refusé, sauf le ministre de la fonction publique de l'époque. C'était qui? Garga Haman. Garga Haman. C'est lui qui m'a appelé dans son bureau, il dit, monsieur, vous allez prendre l'offre de Harvard. C'est pas beaucoup de Camerounais ou même d'Africains qui ont cette opportunité. Vous allez prendre ça. Je vais vous donner votre autorisation et ainsi de suite. C'est grâce à M. Haman que je suis parti à Harvard. À M. Garga Haman. Ben, comme quoi, il y a encore des Africains, des Camerounais qui sont soucieux, n'est-ce pas? Absolument. Et bon, sorti de là, je pars à Washington pour remercier la personne qui m'avait trouvé la bourse. Parce que lui, c'est un monsieur qui était venu ici, un ancien professeur de Harvard, qui était de passage au Cameroun une fois et on a passé une soirée à discuter chez l'ambassadeur. De retour aux États-Unis, donc à Harvard, il était professeur, il a demandé à l'université de me trouver une place. Qu'il y a un Camerounais, un Africain qu'il a rencontré, qui méritait... Qui lui a fait une très bonne impression. Oui, et c'est donc comme ça que j'ai eu la bourse. Donc je partais à la fin de mes études à Boston
je partais à Washington pour remercier le monsieur, puisque j'avais ses coordonnées et tout. Et c'est arrivé à Washington que j'apprends que le vice-président de la Banque mondiale avait demandé de me chercher. Parce que tout au long de mon programme à Harvard, chaque semaine, chaque week-end, chaque dimanche en fait, j'intervenais dans des émissions de CNN. Et c'est là où le vice-président m'a vu et a demandé qu'on me cherche, qu'on me demande si ça m'intéresserait, n'est-ce pas, de travailler à la Banque mondiale. Donc là encore, je me suis retrouvé en train d'aller à la Banque mondiale sans avoir fait la demande. Alors, Éric Tindji, lorsque on évoque l'entrée à la radio, on évoque l'entrée à l'unité de télévision, l'entrée à la CRTV, le premier journal qui est un succès malgré les obstacles, l'entrée à CNN, ensuite l'atterrissage à Harvard. Mais tout cela, vous n'avez pas le sentiment que vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche, une cuillère dorée? Non, je crois que... Je crois, et ça je le dis, hein, moi je ne suis pas un croyant qui va à l'église tous les jours, mais je crois que Dieu... Je reconnais cette bénédiction de Dieu, et c'est aussi pour moi une responsabilité. Donc, j'essaye partout où je suis de donner le meilleur de moi, le maximum de moi-même. Alors, c'est pour cela, en voulant donner le maximum, vous êtes parti travailler à la Banque africaine de développement. Et puis, surtout, une fois arrivé au Kenya, vous avez commencé à vouloir encadrer la presse africaine à travers d'ailleurs ces actions. Plusieurs prix que vous avez créés ont été attribués aux journalistes méritants dans le continent. Bien sûr. Comment ça s'est passé là? Oui, enfin, vous savez, après une vie qui m'a mené à plusieurs institutions et plusieurs pays, j'ai compris une chose, l'importance des médias dans le développement d'un pays. J'ai compris ça. Étant à la Banque mondiale, j'ai vu que cette institution qui cherche à soutenir les efforts de développement des pays manquait une chose, la capacité de communiquer le développement. Et pour le faire, il faut forcément passer par les médias. Mais étant là-bas, comme responsable de communication pour l'Afrique, je me suis rendu compte que les journalistes, en fait, étaient de manière générale absents. Que les journalistes étaient généralement incapables de suivre le processus de développement de leur pays. Donc il fallait absolument qu'on fasse un effort spécial pour aider, surtout dans le renforcement des capacités des journalistes, pour accompagner le processus de développement. Oui, c'est pour cela que vous avez créé un organisme à Nairobi. Absolument. Et qui, on vous a vu un peu partout en Afrique en train de prêcher et puis surtout de distribuer des prix. Enfin, il y a des Camerounais qui ont gagné. Mais bien sûr, mais surtout de former les journalistes. Le rôle principal de cette structure d'initiative pour les médias en Afrique, c'était une structure internationale. Mais là, le premier objectif, c'était la formation des journalistes. Bon, les prix sont venus comme pour inciter, n'est-ce pas, pour aider, donner quelque chose. Alors, qu'est-ce que cette structure apportait en plus ou la recherche. Qu'est-ce qu'elle ajoutait à la formation que vous avez reçue? Vous êtes un produit d'une école importante internationale de journalisme. Et qu'est-ce que votre initiative a apporté de plus par rapport à cette formation de base? Je réalise des choses aujourd'hui, enfin évidemment avec le temps, que je ne maîtrisais pas à l'époque. J'ai compris maintenant pourquoi le travail du journaliste. Enfin, vous savez, quand toi et moi on a appris ce métier, on nous disait que le journalisme est le 4e pouvoir. Je ne sais pas si on nous a dit ça pour nous... pour encourager ou bien pour nous donner un sens de pouvoir qui est réel ou pas, je ne sais pas, parfois, mais qui déplace un peu, n'est-ce pas, le rôle réel du journalisme. Pour moi, aujourd'hui, le journalisme doit accompagner le développement. Parce qu'il ne peut pas avoir développement sans un changement de mentalité.
Et c'est pas à l'école. Enfin, l'école, évidemment, prépare tout le monde. Oui, c'est un cadre. Mais si ce développement passe par une bonne politique de développement menée par un gouvernement et un secteur privé avisé, il n'y a que ce changement de mentalité s'opère, n'est-ce pas, au niveau de la tête, psychologique. Oui. Et il n'y a que, à mon avis, les médias qui doivent maintenant remplacer les écoles, les institutions de formation. C'est les médias qui doivent maintenant remplacer ces institutions. Mais à condition que ceux qui animent les médias soient formés, qu'ils aient une formation. Absolument. Alors, quelle est la relation qu'on peut faire entre le rôle que vous avez aujourd'hui dans l'expertise comme expert de politique de développement, ça, ce n'est pas seulement les médias, et l'initiative qui avait pour objet uniquement de donner un peu la matière, la consistance aux journalistes. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Oui, mais il faut savoir, Xavier, que je suis parti de ces institutions de développement, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et même la Fondation Mo Ibrahim, où le gouvernance était au centre de nos préoccupations. Oui. Donc je suis parti de là. J'ai fait 1 an sans contact avec tout ce monde-là, mais une année de réflexion et de travail maintenant avec le gouvernement. C'est ce que j'ai fait. Ce qui fait donc que quand je me suis retrouvé à Nairobi avec Ami, c'était clair dans ma tête que ma préoccupation, la première, c'est d'aider les journalistes, n'est-ce pas, à rehausser le niveau de leurs engagements avec le pays, avec leur pays. Donc, à travers la formation, à travers les voyages, leur participation dans des séminaires et des conférences, ainsi de suite. Tout ça, c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on essayait de faire. Est-ce que les gouvernements africains sollicitent cette expertise? Non, ça c'est une très très bonne question. Malheureusement pour l'Afrique, je ne sais pas si c'est grâce à la formation qu'on donne à nos journalistes, il existe un écart réel entre gouvernement et médias. Les médias soupçonnent le gouvernement et le gouvernement soupçonne les médias. En fait, l'Occident, il me semble, l'a fait exprès. Parce qu'à un moment donné, les pays occidentaux donnaient des prix, pas aux journalistes qui travaillaient bien, mais aux journalistes qui s'opposaient au gouvernement. Oui, ça se poursuit encore. Absolument. Ça se poursuit. Donc, ils nous ont donné l'impression que c'est en restant en opposition au gouvernement qu'on devient des grands journalistes ou des bons journalistes. Ça se poursuit. Malheureusement. Pourtant, et c'est la bataille que je mène depuis, la presse doit accompagner le processus de développement. C'est en le faisant que les médias et le gouvernement peuvent s'entendre sur une base, doivent développer une base d'entente sur la manière de communiquer, que ce soit l'agriculture, la santé, l'éducation, et ainsi de suite. Mais alors, est-ce qu'il y a un moyen, n'est-ce pas, de casser cette méfiance-là? Qu'est-ce qu'il faut? Qui faut-il rassurer? Les gouvernants ou les journalistes? Encore une très bonne question. C'est un travail qui dépend de nous tous, ceux qui dirigent, n'est-ce pas, les médias aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut trouver le moyen d'assurer le gouvernement, mais ça passe par la formation encore. Il faut former les journalistes et il faut aussi développer la spécialisation Oui. de plus en plus. Tout à fait. Donc, on doit avoir dans chaque rédaction, et si tu ne l'as pas aujourd'hui, il faut qu'on essaie de le faire. Dans chaque rédaction, on doit regarder l'économie du pays et se demander quels sont les secteurs P de cette économie. Aujourd'hui au Cameroun, il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a l'industrialisation, la transformation des produits. Donc, on doit ici, dans chaque rédaction, avoir des spécialistes en certaines matières. Tout à fait. On doit, mais on ne l'a pas. Pour plusieurs raisons.
Oui, on n'a pas l'argent pour former les journalistes. Oh, les journalistes ne sont pas formés en la matière. Oh, on n'a pas assez de journalistes pour commencer à spécialiser les gens. Non, on n'a pas besoin de gens spécialisés dans ce secteur et qui ne font que ça. Un journaliste peut être généraliste, mais en même temps spécialiste en un matière. Je suis très content d'écouter ça parce que en tant que formateur, en tant qu'encadreur d'une rédaction, c'est quelque chose qui rejoint ce que nous faisons ici. Bon, je sors peut-être mon rôle, mais nous faisons ça ici puisque nous avons le sentiment que l'avenir du journalisme, c'est ça. Quand on n'est pas spécialisé, vraiment, il manque quelque chose. Bon, voilà, je voudrais qu'on sorte de ce segment qui nous a pris beaucoup de temps. Je ne savais pas qu'on allait mettre tant de temps sur ce segment, peut-être parce qu'il y a un peu de passion qu'on y met dans ce métier que nous avons partagé ensemble. Alors, je vais vous proposer de refaire le même exercice. Allez, vous posez votre main sur la carte de votre choix et on va découvrir ce qu'il y a derrière cette carte-là. Ok. Je vais demander au caméraman de... Ah, mais voilà, donc je laisse ça. Je peux prendre ça, puisque c'est à côté. Ouais. C'est... Quel numéro? C'est... Le numéro derrière. Oui, le numéro derrière, c'est le numéro 4. Le numéro 4 et le sujet? Et le sujet, c'est... On a déjà parlé de ça un peu, mais on peut continuer. C'est journalisme en Afrique. Journalisme en Afrique, ça veut... Bon, mais là, on sollicite le regard du spécialiste que vous êtes, puisqu'on a parlé, on n'a pas circoncis simplement au Cameroun. On va survoler très rapidement pour rattraper le temps que nous avons perdu. Est-ce qu'il y a quelques images témoins sur le journalisme en Afrique? En 1987, Eric Tchingé a eu un honneur rare d'interviewer le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, au pouvoir depuis 5 ans seulement à cette époque-là, et qui parlait déjà très peu à la presse locale. Il ressort de leur échange qu'il fallait en ce temps-là s'apprêter à vivre les moments difficiles car du fait de l'interdépendance des pays et de leur économie, le Cameroun était lui aussi en crise. Il fallait réduire le train de vie, combattre la corruption avec la dernière énergie. Si Paul Biya disait qu'il ne pouvait pas être là pour surveiller chaque Camerounais, il promettait par ailleurs tout faire pour changer positivement le quotidien des Camerounais. Jusqu'à ce jour, la situation est allée, selon la voix du peuple, de mal en pire. Une posture que l'illustre journaliste explique bien quand il fait savoir que la situation au Cameroun s'explique par le fait que certains Camerounais croient que le pouvoir leur appartient. Ce qui, dans une certaine mesure, exacerbe les questions de tribalisme pour lui. Le problème de tribalisme n'existe pas au Cameroun. Ceux qui sont en train de créer le tribalisme sont bien connus de tous. Il faut organiser une véritable assise nationale pour sortir le pays de l'ornière, assure Eric Tchingé. Après avoir soutenu qu'il connaît les prisonniers du MRC et leur situation, il fait savoir qu'il faut les libérer pour voir comment soutenir ensemble même le président Paul Biya pendant ce moment. Alors, Eric Tchingé, là, nous avons déjà évoqué le problème. Le journalisme en Afrique. Et quel est le mot clé ou les mots clés que vous pouvez utiliser pour parler du journalisme en Afrique? Parce que, vous voyez, la mutation, l'Afrique est toujours en train de suivre la mutation. Nous n'anticipons pas. Nous sommes actuellement dans le numérique complètement et je pense pas que les Africains ont été suffisamment préparés. Vous parlez de la profession, vous parlez de la nécessité de la spécialisation. Vous qui organisez des forums, des séminaires, vous qui avez des contacts avec des gouvernants africains, est-ce que vous évoquez cette nécessité d'amener le journalisme vers les mutations qui consistent de partir d'une analogie, n'est-ce pas, le papier, pour migrer vers le numérique? Est-ce que c'est une préoccupation que vous rencontrez en Afrique? Ah oui, forcément. C'est même l'Occident, même en Asie, tout le monde est confronté, n'est-ce pas, par ce problème. Et la recherche de solutions est générale. Pour moi, le journalisme en Afrique est un journalisme en voie de développement qui mérite d'être canalisé et c'est vraiment le moment idéal pour le faire.
parce que nous sommes à cheval entre le numérique et le traditionnel. Et ça nous donne donc la possibilité de donner une orientation à ce journalisme en tenant compte d'une autre réalité qui est en fait la nôtre. Alors, si nous voulons prendre le problème en termes de pourcentage, vous qui vivez beaucoup plus aux États-Unis et puis dans un pays comme le Kenya où il y a une avancée très très nette par rapport à ce sujet-là, si on voulait parler en termes de pourcentage, entre la presse traditionnelle en laquelle nous avons encore une jambe et la presse numérique, quel est le pourcentage de cette pénétration du numérique? Je ne sais pas si c'est juste, n'est-ce pas, de parler de ça en termes de pourcentage. Je crois que chacun doit être présent dans le numérique. Et donc, c'est pour dire que même si on veut rester avec la presse traditionnelle, presse écrite, il est important d'avoir une présence, n'est-ce pas, online. Raison pour laquelle on a constaté d'ailleurs que pratiquement toutes les publications, même les radios, les télévisions, ont tout de suite... Tout le monde doit, qu'on soit radio, télé ou presse écrite, il faut avoir une présence. Parce que c'est ça, en fait, c'est à travers ça qu'on communique aujourd'hui. Même si c'est pour attirer les gens vers une émission télé, vers un papier publié dans un journal, il faut passer forcément par ce réseau-là. Vous savez, nous avons constaté, vous qui avez parlé du 4e pouvoir, on a constaté que Jeune Afrique, qui est un hebdomadaire édité en France, lorsqu'il a préparé son édition papier qui sera sur le marché en début de semaine, c'est-à-dire lundi, et l'édition numérique qui a été immédiatement mise en ligne à 7 heures, et dans ce temps, il y avait un article dans ce journal, l'a mis en ligne à 7 heures, et qui disait que le président de la CAF a signé un contrat avec un équipementier sans respecter les normes. Immédiatement, il a été interpellé par la police, et il a passé toute une journée, n'est-ce pas, dans à la police pour être interrogé, on l'a relâché. Mais c'est pour dire deux choses. La première, quand on a évoqué le pouvoir des médias, c'est ça le pouvoir des médias. Et la deuxième chose, c'est cette diligence-là qui passe par le numérique. J'en profite donc pour vous poser la question. Les journalistes se cantonnent, n'est-ce pas, dans un idéal de pouvoir. Oui, ma question, c'est la dernière sur ce volet-là. Est-ce que vous pensez que ce fait qu'on vient de citer là, qui s'est passé en France, dans un milieu où la presse est lue, suivie attentivement, et où la justice, la police suivait des actions, les révélations de la presse pour immédiatement prendre des dispositions, et c'est ça qui confère à cette presse le terme abusif de 4e pouvoir. Est-ce que les pays en Afrique où vous voyagez, surtout en Afrique, je ne parle pas des États-Unis, vous avez le sentiment que le travail important de la presse est pris au sérieux par les gouvernants? Mais c'est ça, je parlais de ce fait que les gouvernants n'ont pas confiance. Et peut-être aussi le peuple, les lecteurs, les gens qui regardent la télévision et tout. Donc, il y a un travail à faire pour rassurer, pour combler ce vide-là. Ce travail, vous pensez que si le journaliste est crédible, immédiatement, il rassure? Ça touche le fond de la crédibilité du journaliste et du journalisme. Et c'est un travail qui reste à faire. Il y a dans certains pays, comme le Ghana, comme de plus en plus le Kenya, comme je citerai aussi quelque part le Sénégal, où la presse retrouve sa place, parce que la presse est impliquée à fond, non seulement dans la politique, où ils expliquent. Je voulais rajouter le Tchad. Elle est prise très au sérieux là-bas. Oui. Grâce peut-être
enfin, je ne sais pas si c'est le lieu de le dire, mais grâce à non seulement un ministre, l'ancien ministre de la communication, qui était journaliste. Oui. Et d'un certain nombre de personnes, Michael, enfin, on les connaît, d'un certain nombre de journalistes tchadiens qui ont tout fait pour effectivement que le journalisme dans ce pays fasse partie, n'est-ce pas, des considérations au niveau étatique, mais aussi par le secteur privé. Est-ce que Ahmad aurait été interpellé dans un pays africain? Peut-être pas. Peut-être pas. Je n'en sais rien. Lui qui est africain, publie un article publié dans un journal africain, mais c'est en Europe qu'on va l'interpeller. Oui. Bon. Merci Éric, nous sortons de cette deuxième carte. On va aborder l'avant-dernière carte, tout au moins parmi celles qui sont sur le plateau, et recommencer le même jeu. Ok. Et on va continuer. Ok, ben je prends la carte qui est là, pas loin de moi. Numéro 3. Numéro 3. Le numéro 3, c'est... oh là là. que dit le numéro 3? Paul Biya que j'ai connu. Paul Biya que j'ai connu, cela signifie que, étant rédacteur en chef dans la toute première télévision publique de l'État, vous deviez être forcément en contact avec le chef de l'État. Est-ce qu'il y a un élément au niveau de la régie qui nous apporte quelques informations sur cette rencontre éventuelle entre le journaliste Éric Tindjé et le chef de l'État Paul Biya? Éric Tindjé, en préparant cette émission, on a été amené à écouter, à lire, à visionner un certain nombre de documents, d'informations, et qui nous ont amenés à comprendre que, jeune journaliste que vous étiez à la CRTV, vous avez régulièrement approché le chef de l'État du Cameroun, que nous connaissons de quelqu'un de difficilement approchable. Nous, on peut même dire d'impénétrable, quelqu'un qui est très distant. Et puis, ça nous a amené à comprendre que, à partir des années 90, vous avez rencontré régulièrement le chef de l'État. Et vous dites d'ailleurs, par ailleurs, dans un entretien que vous avez eu avec un confrère, vous dites que Paul Biya, que vous avez connu, que vous avez rencontré, avec qui vous avez échangé, est un démocrate. Vous pouvez nous expliquer ça, ou alors redire, confirmer? Oui, je le dis et je le confirme. Le président que j'ai connu, l'homme que j'ai connu, était, et je ne sais pas, j'espère qu'il reste, un démocrate, oui. Le démocrate, c'est pas le mot, c'est les actes. Oui, vous pouvez citer quelques-uns? Et je le juge, je le dis, par rapport aux actes qu'il a posés quand j'étais ici. Mais est-ce que les actes, oui, qu'il a posés... Je vais vous donner ça à compte-goutte, me pose des questions. Alors, vous savez, les actes démocrates, c'est pas avec un individu, des relations que vous avez avec un individu, mais c'est au niveau de la société, le comportement avec les médias, surtout le comportement avec les médias, et puis avec la population. Effectivement. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le chef de l'État du Cameroun, qui ne fait pas de conférences de presse, qui ne reçoit pas des journalistes, on ne sait pas s'il lit la presse, mais comment vous avez, vous, défini, expliqué, justifié, maintenu qu'il est démocrate? Oui, effectivement. Je vous dis, la personne que j'ai connue, je peux vous donner quelques exemples. Oui. Le président me fait appeler. Enfin, il faut aussi préciser que je l'ai rencontré pas tout le temps, comme vous venez de dire, mais je l'ai rencontré assez de fois quand même, 5, 6 peut-être, en tête à tête, et puis pour les interviews. Je me souviens, un jour, le président m'appelle pour me demander si je pouvais penser à une émission qui allait pousser les Camerounais à parler, à s'exprimer. À s'exprimer. Oui. Il dit,
il suit tout, mais il n'entend pas les revendications, les gens qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Alors, il m'a pris de court. J'ai dit, mais Monsieur le Président, est-ce que je vais trouver des gens qui veulent parler? Mais nous sommes dans quelle année? Nous sommes en quelle année là? Parce qu'il faut. En 89. 89. Oui. Ouais. Oui, début 89. Alors, je lui dis que je vais chercher, je vais essayer de voir. Il me dit, oui, allez réfléchir, chercher des gens qui peuvent parler, qui veulent parler. Des gens qui se sentent libres de parler et de tout. Il dit, très bien, Monsieur le Président, laissez-moi le temps de voir. Donc, je pars. Je fais 2 semaines. J'appelle tout le monde que je connaissais et que mes amis connaissaient. Personne ne voulait parler. Ah bon? Personne ne voulait parler. Quel était le profil des gens que vous recherchez? Si vous allez à Mokolo, vous aurez trouvé tout le monde qui parle. Bon, il fallait des gens qui pouvaient parler quand même d'abord, qui avaient des choses à dire. C'est-à-dire au niveau des responsables. J'ai cherché au niveau... on a cherché au niveau de l'université, au niveau des ministères, au niveau du secteur privé, quelques chefs d'entreprise. Personne ne voulait parler. Personne ne voulait parler. Donc 2 semaines plus tard, je repars à la présidence, dis au chef d'État. Et il vous reçoit encore? Oui. Il dit, il n'y a personne. Personne ne veut parler, Monsieur le Président. Alors il sort 2 noms. Ah. Il dit, même ceux-là ne veulent pas parler. Et qui il a donné comme nom? Il s'agissait donc de M. Ameni Biele. Ameni Biele qui est non politique, qui était... qui travaillait à la présidence. Il travaillait à la présidence. Alors il m'a donné le nom Ameni Biele et Nlep Roger. Professeur d'université. Professeur d'université. Moi, je ne les connaissais pas. Donc je sors de la présidence, je demande aux gens que je voyais, est-ce que vous connaissez un certain monsieur Ameni Biele? Oui, il travaille ici. Ah bon, je me demande, mais comment quelqu'un qui travaille à la présidence, comment le président peut désigner quelqu'un qui travaille à la présidence pour parler et surtout parler librement, ça n'a pas de sens. C'est ce que je me suis dit intérieurement. Je pars de là, j'arrive à la télévision, je donne le nom de Nlep Roger à Charles Dongo. J'ai dit, Charles, s'il te plaît, va chercher ce monsieur. Et dis-lui qu'on a besoin de quelqu'un pour parler. Quelqu'un qui est capable même de critiquer le système. Donc Charles part chercher Nlep, moi je pars donc, on m'a dit pour habiter Ameni Biele. J'ai dit, j'arrive chez Ameni Biele, il était à l'époque à Cité Sic Lancac. Oui. J'arrive chez lui. Et dès que j'ouvre ma bouche, d'abord il était étonné de me voir chez lui. Puis je lui dis, bon, monsieur, docteur Ameni, je suis venu voir si vous pouvez, nous pouvons vous inviter, patata. Monsieur Ameni, il a sauté de sa chaise. Il dit, quoi? Tu veux que moi je parle? Non, tu t'amuses, monsieur Tchinja. Je dis, non, si vous pouvez parler, si vous acceptez, ça me fera énormément plaisir. Il dit, de quoi vous parlez? Vous savez ce que je peux dire dans votre télévision là? Ça va brûler ce pays. Hein? Je dis, non, venez parler. Ameni était étonné. Il commence à me dire, mais regardez chez moi, je suis un docteur en Sciences Po, regardez les chaises chez moi, je n'ai même pas de quoi vous donner à boire, et ainsi de suite. Donc j'ai senti quelqu'un qui était amer, fâché. Et il voulait partir à la télévision ce jour-là. J'ai dit, non, on va faire l'émission demain. Le lendemain, je vois Charles. Charles me dit, Eric, chez qui tu m'as envoyé? J'ai eu du mal à retenir Nlep Roger. Lui aussi, il veut venir parler. Ah! Alors, vous posez la question de savoir pourquoi le président a donné ces 2 noms. Et comment il a su que ces gens étaient comme ça? Parce que les deux, leur réaction était pareille. Et effectivement, quand ils se sont retrouvés en studio pour cette émission, c'était grave. Tout s'est arrêté à la maison de la télévision. Tout. On n'avait jamais entendu de telles paroles à la télévision. C'était des gens en colère? C'était des gens qui revendiquaient? Non, qui revendiquaient, c'était un ensemble de choses, qui crient tout. Et ils avaient des chiffres et tout, surtout Nlep. Mais là, on a aussi, avec ces 2 noms, j'ai réussi à convaincre Pendai Koka. Oui. J'ai réussi à convaincre Michael Tom Dio, qui est devenu ministre par la suite,
et M. Difonta Mouyamdi, qui était directeur général chantier ancien DG adjoint de la télévision, et puis il était directeur général du Palais des Congrès. Ah, ok. Donc, ces 5 personnes ont fait une émission de feu. Moi-même, j'ai eu peur à un moment donné. Parce que ECOCA a analysé l'économie camerounaise et a arrivé à la conclusion que tout était à refaire. Tout était à refaire. Il dit non, il n'y a pas de politique économique dans ce pays. Il a détruit l'économie camerounaise, telle qu'on le pratiquait à l'époque. L'EP, sur le plan politique, mais c'était jamais vu. On n'avait jamais entendu de telles paroles au Cameroun. Et tout le monde a donc fait ça. On a joué le jeu parfaitement. L'émission a duré 3h40. Je suis sorti de là pour faire un montage. Je n'arrivais même pas à couper quoi que ce soit. Tellement tout était bon. Oui, mais explosif. Et je me suis dit... Donc quand j'ai fini de faire le montage, j'ai réussi à réduire ça de 3h36 à 3h20. Donc je n'ai enlevé que 16 minutes. Et c'était surtout là où les gens disaient et tout ça. Voilà, c'était... Ok. Donc, je me dis, il faut absolument que le président écoute ça avant la diffusion. Sa diffusion le soir. Parce qu'on avait déjà programmé la diffusion le soir. Donc j'ai fait une copie VHS à l'époque. Très rapidement, ça a duré 3 heures parce qu'on n'avait pas le système numérique pour nous permettre de faire ça en peu de temps. Mais, donc j'ai passé la nuit à faire la copie parce qu'il fallait commencer après la fermeture d'antenne à minuit. Donc j'ai travaillé jusqu'à 6 heures pour faire ce montage. Et à 6 heures, je suis allé à la présidence. J'ai remis la cassette à quelqu'un en lui disant de remettre ça au chef d'État le plus vite possible dès qu'il se lève. Et avec ça, je rentre à la télévision. De là, je pars chez moi, je prends une douche, je me change et je reviens pour la conférence de rédaction. De rédaction avant de commencer les programmes. Voilà, conférence de rédaction à 9h. On est resté en conférence de rédaction jusqu'à 10h. Et puis à 10h, Charles Ndongo et moi, puisque on ne parlait que de ça, tout le monde ne parlait que de ça. Même Mendoza qui était à Douala, il était en mission à Douala, il s'inquiétait. Bon, je vais arriver à ça dans un instant. Charles et moi, on monte dans mon bureau et le téléphone sonnait. Dans mon bureau et dans mon secrétariat. Donc j'ai demandé à Charles de prendre le secrétariat et moi j'ai pris ça au bureau. Dans mon bureau, c'était un certain monsieur monsieur Mva Albert Chérès. Voilà. C'était quelqu'un qui était très proche du chef de l'État. Absolument. En fait, il n'y avait pas deux. C'était la personne la plus proche du président de la République, je le sais. Donc, c'est Mva. Et quand j'ai entendu la voix de Mva, j'ai dit, le président va demander de ne pas diffuser cette émission. Il me dit bonjour, ça va, oui, très bien, oui. Et puis il me dit, Eric, le président a visionné l'émission, il a vu le 3/4 de cette émission, il est toujours en train de regarder, tellement il trouve ça intéressant, et il m'a demandé de vous appeler et de vous féliciter et de vous remercier pour avoir fait une grande émission. Pour avoir fait parler les gens tels qu'il voulait que les gens parlent. Absolument. C'est Mva qui me dit ça. Je raccroche le téléphone et j'entends Charles dire, je l'entends dire, oui, monsieur le ministre, c'est Eric, monsieur le ministre, et d'ailleurs le voici. Et il me tend le téléphone. C'était, ça fait partie de l'histoire, donc je donne les noms. Donner les noms sans problème. Alors il me tend le téléphone, c'était le directeur du cabinet à l'époque, monsieur Laurent Esso. Laurent Esso, oui. Oui, Eric, comment vous avez pu faire une telle émission? Alors, je n'ai pas compris parce qu'on venait de me dire que le président aime l'émission. Et son directeur de cabinet. Et le directeur de cabinet, je n'ai pas compris. Mais on n'a fait qu'une seule
cassette, une seule copie, de cette émission. Donc, s'il est au courant de l'émission, forcément, il devait être avec le président de la République. Donc, je n'ai pas compris d'où venait le ministre Esso qui critiquait l'émission. Donc, je n'ai pas voulu répondre. Je me suis dit, bon, ça, ils vont résoudre ça entre eux là-bas. Donc, je lui ai dit, non, monsieur le ministre, je crois avoir fait une très bonne émission et en tant que rédacteur en chef, je crois que je peux peut-être tout ça. À un moment donné, quand il voyait que je ne répondais pas, il dit, ok, ne quittez pas pour le ministre d'État. C'était le SG de la présidence, Akamo Fomo. Bon, lui aussi, je sais comment il est, très gentiment, Eric, ça va. Et puis, alors il commence à me demander donc pourquoi j'ai fait une telle émission. Exactement ce que le ministre Esso disait. Et une fois de plus, je n'ai rien compris et je n'ai pas voulu... Sans dire que c'est une commande. Je n'ai pas voulu... Enfin, parce que je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais on avait une seule copie de cette émission. C'est avec le président de la République. Donc, forcément, ils ont vu... Si le président est en train de regarder, forcément, il devait être avec le président. Donc, je ne donne pas d'infos. Quand il a insisté... Non, c'est quand il m'a dit, ok, très bien, vous ne voulez rien dire. Moi, je vais demander à M. Mendozé qui est à Douala. Et c'est là où j'ai appris que M. Mendozé était à Douala. J'ai demandé à M. Mendozé de rentrer à Yaoundé et de s'assurer que cette émission n'est pas diffusée la nuit. Donc, ou vous nous donnez l'information, ou votre émission ne sera pas diffusée. Là, j'étais obligé de dire, bon, ben, avant de le faire, monsieur le ministre, voyez avec votre hiérarchie. J'étais obligé de le lui dire. J'ai dit, voyez avec votre hiérarchie, parce que j'étais confus dans ma tête, je ne comprenais rien. Et sa hiérarchie ne peut être que le chef de l'État. Que le chef de l'État. Il a su. Dès que j'ai dit ça, il a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, mes excuses, Eric. Et c'est la première fois qu'il m'appelait Eric, parce qu'il disait toujours, monsieur Tchinje. Il dit, mes excuses, Eric. Et il a raccroché. Bon, je sors de là, sûr que mon émission allait être diffusée. Ça n'a jamais été diffusé. Ça n'a jamais été diffusé. Ils ont bloqué. Et j'ai appris plus tard qu'eux, ils avaient reçu une copie de M. Fauchivé. Donc on a enregistré, il y avait des indices à la maison qui enregistraient en même temps. Et qui ont fait écouter à M. Fauchivé, qui forcément a donné au ministre. A lancé l'alerte. Oui. Et c'est comme ça que cette émission n'a jamais été diffusée. Et vous n'avez pas repris contact. Mais ça va laisser quand même avec cette assurance que le président voulait. C'est lui qui était à l'origine. Et il a vu l'émission. S'il n'avait pas vu l'émission, j'allais peut-être penser que entre eux là-bas, ils ont pris la décision de ne pas diffuser. Mais le président a vu et m'a envoyé le message de félicitations. Mais ça n'a jamais été diffusé. Alors, cette anecdote-là, cette histoire que vous racontez, qui est très très importante pour les téléspectateurs, pour les Camerounais d'une manière générale, les leçons que vous avez tirées de vous qui êtes journaliste chevronné, quelles leçons vous avez tirées? Non, pour moi, c'était clair que le président a la volonté, a le cœur pour certaines choses, mais peut-être est faible en termes d'exécuter sa politique. Bon, tous ces gens qui sont avec lui, qui ont joué ce rôle, qui vous ont menacé, qui vous ont intimidé, mais c'est lui qui les a appelés à côté de... Évidemment, ça ne change rien à ce que j'ai dit. Lui dépend aussi de ces gens-là pour mener à sa politique à bon port, mais s'il n'a pas aussi, je ne sais pas si c'est le point, n'est-ce pas, pour insister sur certaines choses, ces choses ne se réalisent pas. Donc, j'imagine, ça c'est mon opinion, je pense que c'est un homme qui dépend énormément de son entourage pour l'exécution. Vous affirmez aussi que le président a horreur du tribalisme. Ça aussi, je le sais et j'en suis convaincu parce que, et ça aussi, je vais vous donner une autre anecdote. C'est en 98, je crois, je suis à la banque. Le président de la banque à l'époque, M. Wolfenson, voulait rencontrer... De la Banque mondiale. De la Banque mondiale, oui. Donc, le président Wolfenson voulait rencontrer tous les chefs d'État africains. Parce qu'il voulait
que cette banque, pour la première fois, que cette banque soutienne l'Afrique dans son développement. Wolfenson, c'est le premier président de la Banque mondiale, et peut-être le seul, à mon avis, qui avait le cœur ou la volonté de soutenir l'Afrique dans son développement. Donc il décide de le faire. Mais lui, en tant que président de la Banque mondiale, ne pouvait pas convoquer les chefs d'État. Il fallait passer par un autre chef d'État. Voilà, il fallait passer par un autre chef d'État. Donc on a pris la décision de demander au président Diouf du Sénégal d'inviter les francophones et le président Museveni d'inviter les anglophones. Alors, ça a été fait. Tous les chefs d'État ont accepté d'aller soit à Kampala ou à Dakar. Et maintenant, il fallait préparer le programme. Pour le faire, le président Wolfenson décide d'envoyer les 2 vice-présidents chargés de l'Afrique. Ils étaient 2 à l'époque. Donc, Madavo, le Zimbabwéen, et Sabib, Jean-Louis Sabib, le Français. Il envoie donc les 2. Madavo, Callisto Madavo, dans le pays anglophone, et Sabib dans le pays francophone et quelques pays arabes et tout ça. Ils partent donc rencontrer chaque chef d'État pour demander au chef d'État de donner un sujet. Qu'est-ce qui freine le développement chez vous? Donnez-nous un sujet à débattre et puis on verra comment la Banque mondiale peut vous aider. Donc chaque chef d'État devait donner un sujet, pas 2. Alors, les Sabib et Madavo ont fait le tour du continent. Et il y a des chefs d'État, par exemple, je me souviens bien, le président Bongo a parlé de la gestion des ressources naturelles. Le président Obasanjo, on n'est pas Obasanjo à l'époque, c'était un autre, je crois. Abacha? C'était peut-être Abacha, je crois, oui, en 98, je ne me souviens plus. Mais lui, il a donné le pétrole, il a parlé du pétrole et le prix du pétrole, comment gérer ça pour que quand il y a des problèmes sur le marché des pétroles, qu'ils puissent... enfin, donc chaque chef d'État donnait un sujet. Qu'est-ce que le président Biya a donné comme sujet? La seule chose qui freine le développement de son pays. Le tribalisme. Le tribalisme. C'est ce que le président Biya a donné comme sujet. Alors, comment est-ce que le tribalisme, c'est un sujet interne, c'est un sujet social. Oui. Comment est-ce que la Banque mondiale, qui intervient dans le développement économique, la Banque mondiale intervient au niveau des idées aussi. Voilà. Mais comment est-ce qu'elle pouvait avoir financé la fin du tribalisme Non, c'est peut-être voir enfin, la Banque mondiale aussi, c'est une banque de connaissances. On finance la connaissance. Et on partage les expériences. C'est pour ça que vous avez dit que... je crois que le président voyait, en parlant du tribalisme, attendait de la banque, n'est-ce pas, ce partage d'expérience. Comment les autres ont fait pour que le tribalisme ne devienne pas un attaque. Alors, si on prend ça comme une des très grandes préoccupations du chef de l'État, aujourd'hui on voit le tribalisme qui renaît, qui ressurgit, mais de manière très violente. Oui, absolument. Mais pourquoi il n'intervient pas? Bon, ça revient peut-être à ma première réponse où je disais que c'est un homme qui peut avoir des grandes idées, mais qui n'a pas la force de caractère pour s'imposer. Ça revient à ça, peut-être. C'est possible. Enfin. C'est possible. Mr. Xavier Messier. Alors, il nous reste théoriquement une carte. OK. Et, mais, normalement, 2. Normalement 2. Bon, voilà, j'ai pris la carte numéro 1. Oui. Et numéro 1. Et là, il s'agit de la crise anglophone. Ah, on pourrait même appeler cela le plat de résistance, la crise anglophone. La crise anglophone, je crois que vous avez fait exprès de prendre ce sujet-là en dernier. Parce que je ne voyais pas, comme tu vois bien. Oui, c'est vrai. Bon, alors, nous voulons faire un petit rappel. C'est que cette crise est entrée dans 2 phases importantes.
J'aurais commencé avec ça, si j'avais le choix. Ah bon? Alors, nous avons dans une de ces phases la volonté la volonté affichée de part et d'autre d'aller au dialogue. Et de l'autre côté, il y a la phase violente que nous avons vécue avec des assassinats, nous avons des destructions de biens publics, le déplacement des personnes qui sont en train de quitter la zone du sud-ouest pour venir vers le littoral. Nous avons également vers le nord-ouest des gens qui partent pour rester soit à l'ouest, soit dans le Mbam, et qui viennent dans des conditions extrêmement misérables. Donc, les déplacés en interne, sans compter ceux qui sont en train d'aller vers le Nigeria et dans la zone de la Damawa, ça fait que les déplacés internes sont devenus une préoccupation énorme, tout au moins pour les populations qui les accueillent. Je peux donner 2 faits. À Bonabéry, dans la banlieue de Douala, on a vécu des scènes où des petits-enfants de 10 ans, de 12 ans, 15 ans sont livrés à des actes inacceptables parce qu'ils ne savent pas où aller dormir. J'ai vécu également dans la ville de Bafia où le maire a ouvert un registre pour que les gens qui viennent du nord-ouest, quand il trouve une famille d'accueil, que cette personne se fasse identifier et il prend quelqu'un pour aller héberger. Voilà des scènes qui sont insoutenables et qui ne font que grandir pendant que les gens annoncent la volonté d'aller au dialogue, mais dans des conditions inacceptables par des uns et des autres. Je cite pour cas, le Premier ministre, envoyé par le chef de l'État, dit qu'il faut aller au dialogue, mais à condition qu'on ne parle pas de la sécession. Le ministre en charge de l'administration territoriale dit que on peut aller au dialogue, la sécession on n'en parle pas, la forme de l'État on n'en parle pas, et le vice-ministre en charge de la justice vient jouer sa partition, il prend les uns et les autres, mais dans cette cacophonie qui s'installe, on ne voit pas une tentative réelle de dialogue. Et pendant ce temps, la guerre se poursuit avec le lot de désastres que je venais de citer. Je propose, Eric, avant qu'on entre dans la discussion, et que vous qui êtes ressortissant dans une des régions de cette zone-là, avec le regard des spécialistes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit absolument faire? La régie? La crise anglophone est le résultat d'une série de grèves de plusieurs corps de métier et des réponses jugées insuffisantes du gouvernement. Et depuis, pas un jour ne passe sans que les activités séparatistes n'alimentent la toile avec ces messages qui réclament la sécession du Cameroun. Ces derniers encouragent la tenue des villes mortes et appellent au retour de cette opération. Ils affirment être prêts à combattre pour la République d'Ambazonie. Pour le régime mis en place, le Cameroun est uni et indivisible. Pas question de toucher à la forme de l'État unitaire décentralisé. Pour eux, c'est revenir au fédéralisme, un problème qui remonte à l'histoire du Cameroun. Les anglophones revendiquent le fédéralisme, un fédéralisme qui a déjà néanmoins réussi dans d'autres pays. Survient également l'échec de la mise en œuvre de la loi 2004, avec pour objectif la promotion du développement, la démocratie et la bonne gouvernance au niveau local. En authentique fils du pays qui connaît le fond du problème, la descente du Premier ministre pour le dialogue a été bien reçue. Le ministre de l'administration territoriale, aussi acteur de ce litige, au regard de sa récente apparition, a clamé un rôle aux différentes ONG dans leur déclaration du chiffre des déplacés en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une négociation. Accusé d'être utilisé par le gouvernement pour diviser les Camerounais, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice est aussi au cœur des débats. Pour Joseph John Gouté, Paula Tangandi et Jean de Dieu Momo, respectivement, la crise anglophone est une affaire sérieuse. Eric, Gabriel Messina, notre jeune reporter, vient de nous livrer quelques faits
qui viennent conforter, qui viennent illustrer, à confirmer ce que j'ai brossé au départ. Cela veut dire que cette crise, on a l'impression que rien n'est fait de manière concrète pour qu'elle prenne fin. Et à l'écouter l'article le reportage de notre jeune reporter, à regarder les images, et on a envie de poser la question de savoir quelle pourrait être la solution pour que la guerre s'arrête, pour que la paix revienne et que les populations reprennent de vivre en harmonie. Évidemment, si j'avais la réponse à cette question, je l'aurais donnée à qui de droit, et je crois qu'on aurait trouvé la solution à ce problème, à cette crise. Donc, c'est pour dire que la paix est à rechercher, et on doit tous s'y mettre. On doit se donner la main pour trouver la solution à cette crise. Et en ce qui me concerne, c'est la vérité qui va nous sauver. La vérité. On doit, chacun de nous, on doit inviter les gens à parler de ce problème, à se donner la main, à se regarder en face et se dire, n'est-ce pas, ce qui sort du cœur. Donc la vérité va nous sauver. Pour moi, il y a cette finalité. Mais évidemment, c'est pas facile. Est-ce que c'est possible de mettre d'abord un contenu dans la vérité? La vérité, oui. Là, c'est... Ok. C'est clair que les gens ne se lèvent pas un beau jour et prennent des armes pour combattre, n'est-ce pas, pour s'entretuer. Pour s'entretuer. Donc, si on est arrivé à ce point-là, c'est qu'il y a problème. Quel est ce problème? Il faut qu'on se pose la question et qu'on essaye de trouver, n'est-ce pas, la bonne réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut amener un Camerounais à ce point-là où il prend les armes contre un autre Camerounais pour tuer un autre Camerounais? Il y a des raisons, certainement. Des justificatifs, je ne sais pas. Mais il y a des raisons qui poussent les gens à agir comme ça. Les anglophones se plaignent depuis plus de 40 ans, peut-être 50 ans. Les anglophones se plaignaient depuis des années, depuis des décennies. Est-ce qu'on les a écoutés? Mais est-ce que ça leur donne... Est-ce que c'est pour cela qu'il faut aujourd'hui qu'ils exigent, n'est-ce pas, la séparation du reste du pays et qu'ils prennent les armes pour résoudre leurs problèmes? Non, pas du tout. Mais ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème. Les anglophones ont un problème. Lorsqu'il y a un problème, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas écouté, Absolument. Vous n'êtes pas compris. C'est tout ça. Vous avez même le sentiment que vous êtes méprisé. Oui, c'est en fait quelque chose. Alors, je crois que là, vous avez sorti les mots. Voilà, parmi les solutions, parmi les actes à prendre dans ce genre de conditions, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de conditions? Moi, personnellement, les idées que moi j'ai sur cette crise, j'ai exprimé ça dans une lettre au président de la République, j'ai exprimé ça dans un papier que je fais, qui a été publié dans ce pays. J'ai parlé de la nécessité de sortir Enfin, il y a plusieurs options. D'abord, j'ai parlé de la nécessité de sortir l'armée. Enfin, parce que quand on envoie l'armée à un endroit pour régler des problèmes, c'est que ça devient, n'est-ce pas, si c'est à l'intérieur du pays, ça devient la première une guerre civile. Sortir l'armée. Est-ce que les séparatistes qui ont pris des armes, si on sort l'armée, est-ce qu'on ne donne pas là un boulevard aux sécessionnistes armés? Absolument, c'est ce que tout le monde me dit quand j'évoque cette option. Il y a plusieurs façons. On ne va pas du jour au lendemain retirer l'armée. Mais moi, je crois aussi que... je ne sais pas comment le dire sans dévoiler le fond de ma pensée, en fait. Et donc, peut-être je le dirai. Peut-être il faut que je le dise. Il faut le dire. Moi, je crois que nous pouvons retirer l'armée en termes de retirer, n'est-ce pas, les gens de l'armée, de terre, du Bir,
ainsi de suite. Mais renvoyer les mêmes personnes en tenue policier. Je n'ai pas voulu dire ça. Ou en tenue civile. Ou même en tenue civile. Prête à réagir si les autres ne le font pas. Si les autres ne déposent pas les armes. Donc, on envoie l'armée, mais en tenue de police ou en tenue civile, prête à agir si les autres ne déposent pas les armes. Parce que tant que ça reste une guerre entre armées et les gens armés, même s'ils ne sont pas de l'armée officielle, ils ont des armes. C'est deux armes qui se confrontent et on va aller jusqu'où avec? Jusqu'à ce que quelqu'un dépose les armes? On doit trouver une solution à ça. Et malheureusement, après un mois au pays, et parler aux gens à qui j'ai parlé, j'ai l'impression que même au sein du gouvernement, c'est divisé. Il y a des gens qui veulent que la guerre continue et ceux qui veulent quand même poursuivre, n'est-ce pas, l'option de la paix. Oui. Mais alors, en quoi l'armée pose-t-elle un problème? Tant que l'armée est là, les armes seront là. Et tant que les armes sont là, les autres aussi vont s'armer. Ça va de soi. C'est pas, je n'invente rien. On ne pourra jamais résoudre ce problème s'il n'y a pas, si on n'arrive pas à poser des armes de part et d'autre. Est-ce qu'une force d'interposition serait-elle une bonne solution? Oui, mais je serais vraiment désolé qu'on en arrive à cette solution. Je serais vraiment désolé que les Camerounais ne peuvent pas, n'est-ce pas, entre eux, résoudre leurs problèmes. Mais parce qu'il faut qu'on trouve une solution et une solution urgente. Si ça doit passer par une force d'interposition, pourquoi pas? Alors, Éric, est-ce que, en disant tout à l'heure que dans le gouvernement, il y a une partie des responsables qui veulent que la guerre se continue et que la solution militaire soit la meilleure, d'autres qui n'en veulent pas? Et cette division-là se retrouve au grand jour, où vous avez le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandi, qui dit que non, il faut. Et vous avez le Premier ministre qui semble aller du côté des plus modérés, qui dit qu'il faut déposer des armes, il faut arrêter. Mais tout ça, le chef de l'État vit. Oui. Il vit. Oui. Mais pourquoi n'appelle-t-il pas la fin de la récréation, la fin de la cacophonie? On espère qu'il va arriver et rapidement aussi. On espère que le chef d'État va y arriver et rapidement. Parce que on ne peut pas gérer une situation et la contradictoire, et le contre de cette situation. Donc, moi, je crois que tout le monde est dans la partie anglophone du pays, donc le nord-ouest et le sud-ouest. Les gens sont fatigués. Alors, je discute, j'ai ma soeur aînée, j'ai de la famille, j'ai des amis. Il y a des gens que je connais et avec qui je discute tout le temps. Ils sont fatigués de cette guerre. Et que rien ne se passe au niveau du gouvernement pour y mettre fin, ça me dépasse. Alors, tous les conflits, toutes les crises, lorsqu'une crise arrive au niveau des armes, il y a toujours des solutions, c'est-à-dire que ces solutions passent par le dialogue. Oui. Alors, je voudrais demander à Éric Tchindjé, qui est ressortissant de la partie anglophone du pays et qui a passé pratiquement toute sa vie de l'autre côté, qui a des amis, la famille de part et d'autre. Si dialogue il y a, quelle serait, ça c'est la première question, de la forme, c'est-à-dire le format qu'on va adopter, et quel serait le profil? Lorsque je parle du format ici, je vois par exemple, si on retourne à la tripartite de 91, il y avait le gouvernement, il y avait l'opposition, il y avait la société civile. Alors, si nous adoptons que c'est un format triangulaire en 91, aujourd'hui, quelle serait la forme ou le format de ce dialogue? Un. Et de deux, qui pourrait faire partie de ce dialogue? Si je peux ajouter une troisième question. Oui, bien sûr. Quels seraient les sujets à mettre dans le panier du dialogue? Ma réponse est très simple.
D'abord, je crois qu'il faut un dialogue entre citoyens. Ce n'est pas forcément un dialogue formel. Ce qu'il faut d'abord, c'est de créer la possibilité aux gens de se parler, de se rencontrer et tout. C'est une idée que je suis en train de poursuivre activement depuis que je suis là, avec quelques personnes et quelques autorités. Créer des situations où les gens peuvent se parler. Mais donner un cadre formel, tout simplement parce que ça va nous aider à changer, n'est-ce pas, le message, the narrative, comme on dit en anglais. Il va falloir, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une guerre entre le gouvernement et les citoyens de deux provinces, de deux régions. C'est l'impression qu'on a. Oui. Et c'est en fait ce qui se passe. C'est entre le gouvernement qui a son armée et qui fait tout pour cantonner cette guerre dans les deux provinces. C'est ça. Donc, ils appellent même ça la crise anglophone. Oui, tout à fait. Mais la réalité est une ailleurs. expression qu'il faut. Oui, mais la réalité, c'est quoi? C'est une crise camerounaise. C'est une crise camerounaise. À la limite, même si crise il y a, c'est une crise francophone. Mais je ne veux pas insister là-dessus. Parce que si le pays se détruit, enfin, si une partie du pays souffre, et le gouvernement est là pour pérenniser, n'est-ce pas, cette souffrance, c'est qu'il y a une crise nationale. Tout à fait. Donc, et c'est donc sur le plan national qu'on va trouver la solution. Bon, Deuxième chose, oui, je veux signaler ceci. Il faut que les gens se rencontrent de manière informelle. Oui, oui. Et la forme viendra plus tard. Ouais, enfin non, je vais développer davantage mon idée. Deuxième chose, il y a plus d'1 million, peut-être 2 millions d'anglophones qui, à cause de cette crise, ont traversé le Mongo, comme on dit. Sont de l'autre côté, sont dans la partie francophone du pays. Plus d'1 million. Mais ça, on n'a pas mis l'accent là-dessus. Donc, il n'y a pas un problème de vivre ensemble. Il n'y a pas un problème entre francophones et anglophones. Il n'y en a pas. Parce que les anglophones sont ici et ils vivent normalement. Donc, mais quelle politique avons-nous adopté pour refléter, n'est-ce pas, cette réalité? Quelle politique? Partout où je voyage dans le monde et on parle du Cameroun, c'est les anglophones ne veulent pas des francophones, les francophones non plus ne veulent pas des anglophones. Donc, et c'est un message qui rentre en droite, qui conforte, n'est-ce pas, même ceux qui veulent la guerre. Et j'ai dit, je crois qu'il y a au sein du gouvernement certaines personnes qui veulent la guerre, que ça continue. Je crois. Oui. Donc cela entretient le fait que c'est une guerre, une crise anglophone. Et pour protéger donc le reste du pays, il faut envoyer l'armée. C'est pour ça que je dis, sortons l'armée de ce théâtre de guerre. Laissons les gens se parler. Moi, j'ai proposé qu'il y ait une rencontre formelle entre un groupe d'anglophones qui expliquent leurs problèmes, qui essayent de rentrer dans le fond de leur frustration, et un groupe de francophones qui écoutent et qui réagissent, n'est-ce pas, à ce que les anglophones disent. Rien que pour lancer cette série de... Mais quand les gens vont se rencontrer de cette manière, il faudrait qu'ils abordent des sujets. Oui, bien sûr. Bon, alors, j'ai cité 4. J'ai cité le fédéralisme, la décentralisation, la séparation, et la régionalisation. Voilà, non, ça c'est dans la décentralisation. Mais dans l'État unitaire, voilà, l'État unitaire. Bon, on peut reprendre. Oui, la fédération, décentralisation, il y a État unitaire et séparation. Oui. Alors, voilà 3 sujets qui sont importants. Oui. Mais quels sont ceux qui peuvent aller dans le panier de la discussion, même quand elle est informelle? Quels sont les sujets qui devraient être débattus? D'emblée, j'exclus la séparation. Donc, on a 3 qui restent. Parce que moi, je ne suis pas
pour. Mais Eric a dit au début ici que quand quelqu'un a pris les armes, c'est qu'il y a un problème. Mais ce sont les séparatistes qui ont pris les armes. Oui, donc alors, là où on doit trouver. Moi, je suis sûr que dans le cadre du reste, on peut trouver une solution. Mais malheureusement, ce qui se passe maintenant, c'est que il y a toujours eu des séparatistes au Cameroun. Il y a toujours, depuis en 1961, des gens qui n'étaient pas d'accord pour l'unification. Il y a toujours eu. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que le gouvernement a donné, il y avait donc, à un moment donné, les séparatistes qui ont toujours été là, en minorité, une infime minorité, qui n'a... Et là, à cause de l'attitude du gouvernement... Et puis, on avait le reste du Cameroun. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a, dans ce pays, une situation qui a mené un grand nombre de ces anglophones à commencer à écouter ces séparatistes. Croyez-moi, c'est le gouvernement qui a donné raison aux séparatistes. Si ceux qui ne le savaient pas, il faut qu'ils le sachent. C'est le gouvernement qui a donné raison aux séparatistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais, quelqu'un me disait qu'ils ont mené une enquête informelle et ils ont trouvé que plus de 90% d'anglophones sympathisent aujourd'hui avec les séparatistes. 80% sympathisent avec les séparatistes. Et moi, je dis avec insistance que c'est le gouvernement qui a créé cette situation qui oblige aujourd'hui. Et comment? Non, la question à me poser, c'est comment le gouvernement qui est censé protéger, n'est-ce pas? C'était la question qui me brûlait. Oui, protéger l'unité nationale, comment le gouvernement a pu le faire? Comment il a fait? D'abord, il y a des revendications par les anglophones. Un groupe d'anglophones, donc les professeurs et les avocats, les magistrats et autres. Qu'est-ce qui s'est passé? En pleine négociation, on décide de couper avec ces négociations parce que certaines personnes du gouvernement étaient... Les faucons. Les faucons, c'est le mot que je cherchais, voulaient autre chose que de négocier. Et nous savons, ces ministres qui sont encore là, qui ne voulaient pas entendre parler des négociations, ils sont encore là. On les a identifiés, on les laisse là. Ils sont encore là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est les mêmes qui subitement ont décidé qu'on allait arrêter les gens. En pleine négociation. Ils ont décidé que non, enfin, c'est les gens qui continuent à nous parler de tout ça là, c'est des terroristes. Donc ils sortent un décret et le lendemain on arrête les gens. Enfin, je ne sais pas si tout ça... Non, c'est très important. Hein, c'est très important. Il faut le dire, mais je réponds à la question que vous m'avez posée. Donc, parce que à cause de ces gens qui le séparatisme, on met ça de côté. On met ça de côté. Il n'est pas question en ce qui me concerne. Et ce qu'on doit faire, ce qu'on doit adopter comme politique aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous ceux qui veulent aujourd'hui, qui ont des sympathies pour les séparatistes, trouver le moyen de convaincre ceux-là que notre pays n'est pas divisible. Non, c'est divisible. Tout pays est divisible. Donc, qu'on ne rêve pas. Mais trouvons le moyen de les convaincre que la maison est toujours la leur. La maison est ouverte. Les portes sont ouvertes. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Trouvons les moyens de le faire. Alors, sur ce volet-là, on va avoir une dernière question. Est-ce que vous êtes pour le dialogue? Oui, mais à condition qu'on ne parle pas de la sécession, ou qu'on en parle, et qu'on convainc ceux qui en sont partisans. Moi, je suis avec le Premier ministre qui est avec le Président de la République, je crois, en phase avec, et qui dit que tout est sur la table sauf la sécession. Je suis avec lui sur ça. Mais comment on peut expliquer la position de M. Atangandji qui prend des positions tranchantes et puis il n'est pas sanctionné, il n'est pas rappelé à l'ordre? Je ne sais pas, je crois que ce monsieur, il s'est trompé et continue à se tromper. Pourquoi on ne le ramène pas à l'ordre, je n'en sais rien et ce n'est pas à moi de le dire pourquoi. Mais il s'est trompé peut-être. Et j'espère qu'il a il a vu le Premier ministre pour s'excuser, peut-être, j'espère. Mais parce que
S'il continue sur cette lancée-là, on ne retrouvera jamais la paix dans ce pays. Et avec l'armée, on ne retrouvera jamais la paix dans ce pays. Ce n'est pas l'armée qui va résoudre le problème. C'est un problème social. C'est un problème politique. Donc, cherchons les réponses sur le plan politique et social. Merci beaucoup, Éric Tchindjé, avec cette franchise, cette parole qui est très, très, très écoutée en Afrique, au Cameroun particulièrement. Alors, comme je l'ai annoncé, on sort avec une dernière question joker qui va peut-être nous amener à revenir sur un pan ou deux pans, n'est-ce pas, d'autres questions qui ont déjà été élaborées. Alors, cette question, c'est moi qui la pose. La question cachée. Alors, elle est la suivante. Okay. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire au chef de l'État, Paul Biya? Ça, c'est simple. Je l'ai toujours fait. Est-ce qu'il répond? Absolument. Pas à moi directement. Oui. Le chef d'État, enfin, c'est pas tout le... D'abord, c'est pas toutes mes correspondances, mais le chef d'État a posé des actes grâce à ce que j'ai demandé dans mes lettres, dans mes correspondances. Il est possible de révéler un seul acte? Oui, pourquoi pas? Oui, allons-y. En 2010, on préparait une rencontre, une grande rencontre des patrons de presse africains à Yaoundé. Oui. C'est à Dakar, parce qu'on avait organisé ces rencontres, ce qu'on appelait le African Media Leaders Forum. Donc, ce forum qui se tenait chaque année dans un lieu différent, on avait commencé avec Dakar, on a tenu à Nairobi, on a tenu ça au Nigeria, et puis après le Nigeria, donc, il fallait choisir une autre capitale, et on a décidé que ça pouvait avoir lieu au Cameroun. Le ministre Issa Chiroma était présent à Dakar. Non, c'était à Dakar qu'on a pris la décision pour le Cameroun. Le ministre Chiroma était là. Et donc, on a concerté entre nous, moi, lui-même, il y avait M. Moukete, Abako Moukete, Colin de STV, il y avait Séverin Tchunke de Nouvelle Expression à l'époque, il y avait le feu Pius Ndiawe et le patron de Siantou, radio, je crois. On était tous là. Donc, chacun se battait pour prendre cet événement. Mais parce que, bon, on a su jouer, on a quand même trouvé un consensus pour le Cameroun, parce que le ministre Chiroma était aussi d'accord. Parce que c'est pas le gouvernement qui organise, c'est le secteur privé, c'est la presse privée qui organise. Donc on était tous d'accord, le ministre était content, et puis on a annoncé. Il y avait le Ghana qui voulait, il y avait l'Afrique du Sud qui voulait, il y avait et d'autres pays. Bon, on a donné ça au Cameroun. On était tous contents. Donc de 2009, novembre 2009 à novembre 2010, on préparait cette rencontre. À 3 jours de l'événement. 3 jours. C'était un dimanche. Le début de cet événement, c'était mercredi. Donc, le dimanche, je quittais Washington pour arriver au Cameroun, pour aller au Cameroun pour le forum. Avant d'aller à quelques 30 minutes de mon départ pour l'aéroport, je reçois un appel du Cameroun pour me dire que non, on est obligé d'annuler l'événement. On est obligé d'annuler, c'est impossible, on ne peut pas. Et pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, j'ai dit, quelqu'un rêve là, c'est impossible, on ne peut pas. Et la personne qui m'a appelé, M. Fondoufé, Ben Fondoufé, qui assurait le secrétariat du comité qui préparait ça au Cameroun, c'est lui qui m'a appelé. Il me dit, grand frère, je suis désolé, mais c'est le ministre qui vient de nous dire qu'on doit annuler. Et non seulement ça, il y a des gens qui sont en train de venir, mais qui attendaient la lettre dans les pays où le Cameroun n'a pas d'ambassade, qui attendaient donc une lettre pour utiliser ça comme
Donc, et ces gens sont en train de nous appeler pour dire que s'ils ne reçoivent pas la lettre demain, lundi, ils vont annuler leur participation. Il y avait le vice-président de Facebook, le vice-président de Twitter, l'archevêque de Cape Town, celui qui avait remplacé Desmond Tutu, ainsi de suite. Donc, Ben me dit ça au téléphone. J'ai dit, ah non, vous n'annulez rien. Je vais arriver au Cameroun demain, on va voir comment ce truc n'aura pas lieu. Je ne comprenais rien. Donc, mais avant de quitter, donc, j'ai fait une lettre. J'ai fait une lettre au chef d'État. J'ai appelé un ministre qui était à la présidence. Je lui ai expliqué la situation. Et parce que il fallait que je parte, j'allais rater mon avion. Donc j'ai expliqué tout au ministre, je lui ai mis en contact avec Ben Fondoufé et j'ai dit, monsieur le ministre, vous devez tout faire. Je vais arriver au Cameroun demain. Il faut, parce que je ne sais pas comment on peut dire à 400 journalistes, pas des jeunes journalistes, des patrons de presse, qui ne peuvent pas voyager au Cameroun parce que, pour quelque raison que ce soit, j'ai refusé d'être. En tout cas, j'ai expliqué tout ça, j'ai mis le ministre avec, et je suis parti. J'ai pris mon avion. Le temps d'arriver ici, on m'accueille à l'aéroport avec la bonne nouvelle que le président a été même fâché quand il a appris. Le ministre Chiroma avait écrit 3 fois à la présidence, d'après ce qu'on m'a dit. Je ne lui ai pas encore demandé, mais il est là et j'espère qu'il suit cette émission. 3 fois le ministre a demandé. Il ne répondait pas. Et il ne recevait pas de réponse. Et apparemment, à la dernière minute, on a dû lui dire d'annuler, je crois. Il était vraiment désolé, le ministre Chiroma. Et la conférence a eu lieu. La conférence a eu lieu, il y a eu plus de 300 personnes. Grâce à cette correspondance. Grâce à cette intervention directe du président de la République. Il a dit, c'est pas possible. Absolument. Bon, là, ça veut dire que le président vous dit. Et nous avons parlé c'était le deuxième volet de la dernière question, de la forme du dialogue. Et lorsqu'on est aussi connu, lorsqu'on est aussi apprécié, lorsqu'on est aussi introduit, c'est-à-dire même au niveau linguistique, on parle français, on parle anglais, on a des amis au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et on a des relations internationales qui sont haut placées. On a été formé dans des grandes universités comme Harvard, c'est pas tout le monde qui entre là-bas. Après on revient, on dit, pourquoi pas avoir une ambition? Quelle ambition? Ma seule ambition, c'est de une ambition politique, je veux dire. Ah politique. Non, je ne suis pas un homme politique. Je ne peux pas rentrer dans cette arène-là, mais on ne les je vais pas toujours. Oui, je le sais. Mais je suis toujours à la disposition des politiques, des hommes et des femmes politiques. Toujours à la disposition. C'est ce que je fais d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Je travaille avec. J'ai même été le président Johnson Sirleaf m'invitait dans ses réunions de cabinet du gouvernement. J'ai travaillé avec le président Mobutu avant sa mort, quand il était président. J'ai travaillé avec le président Mnangagwa au Zimbabwe. J'ai reçu un appel il y a quelques jours pour aller au Botswana. Donc je travaille avec ces gouvernements, pourquoi pas mon pays, mais pas en tant qu'homme politique, en tant que technicien, en tant que quelqu'un qui veut aider, qui va apporter quelque chose. Et mon cœur est ici, dans ce pays. Il y a une formule très connue. Je veux pas de ça, j'en voulais pas, mais comme je suis sollicité, bon, ben écoute. Les gens me connaissent enfin, toi tu me connais, ne dis pas ça. Moi, si je dis que je ne suis pas un homme politique, c'est parce que je ne suis pas un homme politique. Mais je suis prêt à donner mon point de vue, à assister. Je me considère comme un super conseiller aujourd'hui parce que j'ai le droit de me donner cette appellation. Hein, parce que je conseille les gens, je conseille le gouvernement, je conseille beaucoup de personnes. Merci beaucoup Éric Tchindjé pour tout ce temps que vous nous avez accordé. On est très très content d'avoir eu cette grande personnalité sur notre plateau. Ne dis pas ça. Je voudrais remercier. Tu dis ton frère le Camerounais, s'il te plaît. Mon frère le Camerounais. Oui. Je voudrais remercier toute l'équipe technique sous la direction de Christian Keigné, Christian Tamo, sous la coordination, avec toute l'équipe technique, sous la coordination générale de la directrice générale Julia Ngomo. Merci et à la prochaine édition.
Merci beaucoup, Zogué. Merci.